Je vous propose d'écouter ce qu'a dit précisément Emmanuel Macron. C'était dans l'avion, il l'a dit à notre confrère Mohamed Bouafsi. Paix, je pense qu'elle est indispensable et aujourd'hui on a une intensité de cette guerre qui est terrible. Depuis le 2 mars, il n'y a plus rien qui passe, plus d'eau, plus de nourriture, plus de médicaments, plus aucun blessé qui sort. La seule réponse pour tout cela, c'est une solution politique, c'est-à-dire reconnaître chacun dans ses droits, l'existence de chacun et aussi les solutions de sécurité pour lutter contre les terroristes, mais permettre à chaque peuple de vivre en paix. Il faut respecter le Premier ministre israélien, il faut respecter le peuple d'Israël, mais il faut aussi essayer de lui dire à un moment donné ce que vous faites, d'abord n'est pas conforme au droit international. Ce que vous faites est aussi un crime et c'est pas en fait vos valeurs et ce qui est en train d'être fait en votre nom n'est pas votre intérêt. Vincent Herouette, décryptage. C'est l'armée israélienne qui rase les maisons, qui démolit les écoles des Palestiniens, qui bouche les puits pour que les peuples ne puissent plus travailler leurs terres et vivre sur leurs terres. C'est l'armée israélienne qui couvre des colons armés qui tirent à bout portant sur les Palestiniens. Voilà ce que c'est Netanyahou aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, quand j'ai entendu vos déclarations sur Netanyahou, je n'en ai pas cru mes oreilles. Netanyahou fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale. Et tous les États membres, dont la Belgique, ont le devoir de le traîner devant cette juridiction et de faire condamner pour les crimes qu'il a commis. Et avec des tels propos, vous apportez un soutien politique à Netanyahou. À un moment où la situation est plus tragique que jamais, à Gaza, où on ne sait plus quel mot trouver pour décrire la situation catastrophique dans laquelle se trouvent les populations. Mais aussi en Cisjordanie, Netanyahou profite de la guerre pour renforcer la colonisation des territoires. Alors ce qu'on attend de la Belgique, c'est de la clarté sur le respect du droit international. Et c'est aussi enfin un engagement clair. Il est plus que temps que la Belgique se joigne aux 148 pays des Nations Unies qui reconnaissent enfin la Palestine comme un État plein et entier. Tu n'es pas fatigué, ton quotidien n'est pas fatigant, vous n'êtes pas fatigué, vous êtes domestiqué, d'accord? Ils t'ont mis une laisse, ils t'ont appelé sécurité de l'emploi, ils t'ont construit une cage avec des murs invisibles et tu le remercies parce qu'il y a un frigo dedans. On t'a pas appris à penser, on t'a appris à attendre ton tour, à attendre ton salaire, à attendre ta retraite, à attendre ta permission d'exister et en fait tu crois que tu choisis, mais non, tu coches, tu signes, t'acceptes et t'appelles ça vivre. On t'a remplacé la liberté par un badge, ton feu intérieur par une pause café et ton cri par une signature en bas de contrat. Tu crois que t'es utile, mais utile à quoi? Tu passes ta vie à remplir des cases que d'autres ont dessinées pour toi. T'avances dans un couloir qu'on t'a balisé avant même que tu naisses, et quand tu t'étonnes d'être épuisé, c'est juste que tu crois encore que c'est de la fatigue. Mais c'est pas ton corps qui s'effondre, c'est ton instinct. C'est ton instinct qui hurle dans un langage que tu ne comprends plus. Donc non, t'es pas fatigué, t'es dépossédé. T'es dépossédé de ton temps, t'es dépossédé de ta force et de ta souveraineté. Tu lèves la main pour ta santé, tu souris à ton supérieur, tu t'excuses quand t'es malade, tu veux des vacances. Ah oui, ils te les accordent. Mais souviens-toi, ce que tu dois te demander n'a jamais été à toi. Et tu crois que la fatigue vient de ton boulot, mais elle vient du fait que ton corps sait que cette vie n'est pas la tienne. Il sait que t'es né pour construire, pour créer, pour défendre, pour transmettre, pas pour obéir. Et chaque jour, tu trahis cette nature sacrée au nom d'un salaire qui te tient sous perfusion. Alors non, t'as pas besoin de repos, t'as besoin de renaissance. Et tant que tu ne relèveras pas la tête, tu ne seras pas libre. Tu seras utile, docile, rentable, mais jamais souverain. C'est important. Donald Trump. Et Trump a une carrière de 60 quelques années où il n'a eu que des victoires, a toujours tout gagné, à part l'élection de 2020, mais il se l'est fait voler, il l'avait gagné. A jamais rien perdu, fait qu'il veut pas perdre sur celle-là non plus, là. Je viens de recevoir un message, une citation de Donald Trump. Écoutez ça, parce que ça va vous en dire long sur votre avenir en Europe. Écoutez, hein? Il a dit, il n'y aura que Poutine et moi dans les négociations de paix pour l'Ukraine. Nous n'inviterons pas de représentants de l'Europe. Il n'y aura pas de guerre pour moi. Et si l'Europe a un problème avec cela, alors laissons la Russie la vaincre toute seule, sans participation américaine. Pourquoi je ne veux pas que l'Union européenne soit présente? Parce que ses représentants ont besoin de faire la guerre. Ils ont besoin d'un conflit à long terme pour couvrir leur incompétence, leur lobby et leur argent volé. C'est pas fini. Je classe déjà l'Union européenne comme un pays du tiers-monde, mais elle est un peu mieux lotie. Personne ne lui dicte quoi que ce soit. Je ne négocierai pas avec ceux qui veulent prolonger le conflit. Je ne négocierai pas avec ceux qui enverront plus d'armes. Je ne négocierai pas avec ceux qui essaieront d'obtenir plus d'initiatives en matière de munitions. Et je ne négocierai
négocierai pas avec ceux qui essaieront de prolonger le conflit, il l'a dit 2 fois. Je négocierai la paix, qui est évidemment un mot très censuré dans l'Union européenne, a-t-il dit. Vous vous rendez compte? Thank you very much. Great job you're doing. Thank you, sir. Thanks to your leadership and setting the mandate of transparency and accountability across the U.S. government. I'm bringing that transparency and accountability to the intelligence community, first and foremost, to make sure that you and your cabinet have that real-time, relevant, apolitical, objective intelligence to best inform, whether it's negotiations for peace, negotiations around tariffs, the great work that you are leading around the cabinet today. Secondly, working with Department of Homeland Security and the FBI to increase our information sharing to achieve your goal of countering the narcotic trafficking and our ability to go after cartels now designated as foreign terrorists. I met with the National Sheriff's Association this week, being able to work to make sure that the information that they are getting on the ground, that local law enforcement is getting on the ground, is being fed back up through to our National Counterterrorism Center, and that we have all of the federal agencies, state and local law enforcement, all on the same page as we are working to make our country safe again. And lastly, sir, as you know, declassification and rooting out weaponization, politicization of the intelligence community is a huge priority. You know more than anyone else the very dangerous and negative consequences of that. I've got a long list of things that we're investigating. We have the best of the best going after this. Election integrity being one of them. We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time and vulnerable to exploitation to manipulate the results of the votes being cast, which further drives forward your mandate to bring about paper ballots across the country so that voters can have faith in the integrity of our elections. And lastly, we've been scanning. I've had over 100 people working around the clock to scan the paper around RFK, Senator Robert F. Kennedy's assassination, as well as Martin Luther King Jr.'s assassination. These have been sitting in boxes in storage for decades. They have never been scanned or seen before. We'll have those ready to release here within the next few days. That's great. Bobby, how do you feel about that? That's hitting, I'm very gratified to hear. That's hitting close to home, isn't it? No When you think, Yeah. I'm thinking about Bobby when that statement's made. I'm very grateful to you, Mr. President. And you'll let Bobby see some of this because, you know, it's very personal stuff. But it's time. I've asked him, and his response is, put it out. The world needs to know the truth. And his uncle that's been out, and anything that hasn't been out, they can go to your offices and see, right? Everything that we have within our possession, it's either online or it's physically at the National Archives and Records Agency. We also have hunters going out, Mr. President, and looking in the storage lockers at FBI and CIA and other agencies, specifically to find if there is anything else that has not been reported. We're actively going out and trying to search out the truth. Okay. Yeah, we want to get it all out. Yes. 100% good. Thank you very much. Good job, guys. It's sad. We went to Paris too this summer, and it was really romantic. We rode bikes, we got baguettes, you know, and we even got matching. What are the hats that they all wear? The hijabs. Eh bien, les élites associées à Davos sont paniquées. Davos, qu'est-ce que c'est? On sait, ça remonte aux années 70. C'était associé à la personne de Kurt Schwab. C'est véritablement la grand-messe, le laboratoire, le forum, la tribune du mondialisme décomplexé et militant. Je ne suis pas de ceux qui disent que tout a commencé à Davos dans je ne sais quelle conspiration étonnante. Pas du tout. Je dis que c'est un amplificateur de tendances. C'est un lieu où on regarde l'agenda de Davos en janvier et normalement, on trouve les thèmes de Davos sont répercutés d'une manière ou de l'autre dans les sociétés occidentales. C'est un amplificateur et quelquefois un propulseur et quelquefois
un lieu de propulsion de l'idéologie dominante depuis les années 70, oui, mais plus encore depuis les années 90 avec la mondialisation, mais la mondialisation militante. Donc, quel était le programme de Davos au fil des ans? Le post-nationalisme d'abord, la liquidation des États-nations au nom d'une gouvernance globale. On a tout fait pour y parvenir. L'Union européenne en était un visage. Le multiculturalisme, évidemment, la reconstruction des sociétés occidentales en les décentrant de leur peuple historique, de leur peuple fondateur. Le diversitarisme, appliqué au-delà de la question multiculturelle, donc la question du genre, dont on a beaucoup parlé, l'ouverture en ces matières. L'immigrationnisme, c'est la même logique. Vous savez, les mondialistes, et c'est une formule qui est souvent reprise maintenant, on ne voit pas l'immigration comme un problème, mais comme un projet. Donc, ils ont cherché, globalement, à favoriser des mouvements migratoires parce qu'ils présentaient ça comme un élément de réponse aux problèmes internes de nos sociétés. Donc, il fallait déplacer des populations pour, notamment, transformer la composition de l'Europe avec ce double argument que ça allait rajeunir la population et la revitaliser économiquement, et aussi que ça permettait à l'Europe de faire l'expérience de la diversité parce que laissée à elle-même, l'Europe était enfermée dans une identité rétrécie. C'était le discours. L'an passé, le sujet, c'était la confiance dans la démocratie, et c'était là dont on en a parlé souvent ici d'ailleurs, le grand discours d'Ursula von der Leyen, où il fallait mettre en place des dispositifs pour lutter contre la désinformation. Et la mésinformation, autrement dit, les mondialistes étaient terrifiés, ils voulaient reprendre le contrôle du discours public en assimilant la désinformation ou la mésinformation, ce qui contredisait leur vision du monde. On ne doit pas oublier non plus la séquence covidienne. Moi, je ne suis pas de ceux qui veulent toujours revenir à la COVID, mais c'est une séquence particulière et Davos a cru à ce moment-là, l'idéologie davosienne, au sens large, a eu tendance à croire que c'était un moment d'accélération historique pour favoriser la transition énergétique, pour favoriser la virtualisation de nos sociétés, pour favoriser le passage d'un modèle de société à un autre. Ce qu'on pouvait lire quelquefois chez les intellectuels de cette mouvance, c'est dans un cadre démocratique ordinaire, nos sociétés n'accepteront pas la virtualisation de l'existence, le passage au tout numérique, le basculement dans un nouveau modèle de société. La COVID permettait de basculer dans cette logique. Donc Davos, encore une fois, il ne s'agit pas d'en faire le lieu de je ne sais quel complot. C'est simplement un forum qui a eu une véritable influence pendant un bon moment, encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était le symbole de l'hybris mondialisé post-guerre froide. Mais qu'est-ce qu'on voit en ce moment? Eh bien, les élites associées à Davos sont paniquées. Sont paniquées parce qu'elles sentent que le modèle de société qu'elles ont porté pour l'Europe essentiellement, pour l'Amérique du Nord et l'Europe, pour l'Occident, ce modèle est désavoué par les peuples et longtemps ce désaveu pouvait être contenu dans les marges. On veut le contenir dans les marges. Mais là, il est au pouvoir en plusieurs lieux. Et là, ça fait la crise de panique, ce qui fait qu'il y a une radicalisation, et là, je me détache du forum de Davos directement, mais je parle de la scène politique plus large. Il y a une radicalisation des élites progressistes en ce moment, partout en Occident, qui se disent, devant ces peuples sur le mode de l'insurrection, qu'est-ce qu'on doit faire? Premier élément, on en a souvent parlé ici, c'est la censure qui partout se diffuse, la guerre contre X, la guerre contre Twitter, la moscophobie, la moscophobie qui est le nouveau visage de la trumpophobie. La moscophobie qui consiste à dire on doit tout faire pour tuer ce réseau social qui a permis à des forces politiques d'apparaître parce que sinon elles étaient condamnées aux marges et c'était mieux ainsi. Eh bien, cette guerre contre X, et c'est l'autre nom d'une volonté de censure